Mais d'abord, le procès d'un crime gratuit devant la cour d'assises de Metz. Briey, en Meurthe-et-Moselle, à quelques kilomètres du Luxembourg. Le samedi 25 février 2005, un drame secoue cette ville paisible de 7000 habitants. Il est 1h30 du matin. Danny Knokinski, 29 ans, est en boîte de nuit. Il ne le sait pas encore, mais il boit son dernier verre. Un homme fait irruption sur la piste armé d'un fusil de chasse. Il ouvre le feu, Danny est abattu. Il meurt dans les bras de son ami Patrice. J'étais super choqué et puis de là je vois Danny qui me regarde dans les yeux, qui cherche une respiration avec le ventre qui se gonfle à lui. Ouais, il a dû lutter une trentaine de secondes, on va dire. Il a essayé de respirer pendant une trentaine de secondes. Et puis à un moment, il fait un petit sourire comme ça. Moi, c'est la dernière image que je vois de lui, c'est ça, le petit sourire qu'il me fait, et puis c'est tout. En me disant peut-être au revoir, je sais pas. Le corps de Danny est transpercé par une balle de gros calibre. Il meurt en quelques secondes. Ce soir-là, il était venu fêter son nouvel appartement et le travail qu'il venait de décrocher. À Briey, tout le monde l'aimait. Lui, c'était du genre pas timide, discuter avec tout le monde, rigoler avec tout le monde. Il était toujours là pour aider. Même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, c'est le premier qui allait donner son argent pour aider quelqu'un, ou donner à manger, ou héberger quelqu'un. C'était vraiment un gars qui en existe peut-être 1 sur 100 000. Danny est décédé d'une mort absurde, tué par un homme qu'il ne connaissait même pas. Un homme jaloux, venu abattre son rival, et qui a tiré sur lui par erreur. Cour d'assises de la Moselle, à Metz. Le meurtrier de Danny entre dans le box. Il s'appelle David Mattiesi. Bûcheron de profession, il a été condamné en première instance, en juin 2008, à 18 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, il comparaît en appel. Il va tenter de convaincre la cour et les jurés qu'il s'agit d'un accident et que le coup est parti tout seul. Dehors, la famille de la victime attend l'ouverture de l'audience. La sœur de Danny ne voulait pas de ce second procès. Mon frère, il est mort et c'est pas parce que lui va faire de la prison que ça va nous faire revenir, mais il est mort. Et pourtant, c'était pas un mauvais gars. Donc moi, les crimes gratuits, non, ça m'intéresse pas non plus. Le procès commence par l'examen des faits. La cour veut comprendre ce qui s'est passé ce soir-là dans la boîte de nuit. Pour quelle raison Danny a-t-il perdu la vie? Tout commence à Lantéfontaine, en Meurthe-et-Moselle. Quitté par son amie Carole, David Mattiesi retourne vivre chez sa mère. Plusieurs semaines après la séparation, il est toujours déprimé. Il entame la tournée des bars ce samedi-là vers 16 h. Il rumine son chagrin devant une dizaine de pintes de bière. À 1h30 du matin, il va boire un verre dans le dernier endroit ouvert de la ville, le Saxo. Et là, il aperçoit Carole, son ex, accompagnée d'un ami, Innocent Di Girolamo. David a l'impression que Carole et Innocent sont en train de flirter. C'est vrai qu'on avait un comportement qui pouvait laisser penser et paraître éventuellement qu'on pouvait avoir une relation. Entre David et Innocent, le ton monte très vite. À côté d'eux, au bar, Patrice et Danny, la future victime, sont en train de boire un verre. Je vois qu'il y a une altercation ou des mots qui... Parce qu'il y a la musique et on entend des mots super forts. Alors Danny, quand il voit que ça s'échauffe un peu, il y va pour dire calmez-vous, si vous voulez vous engueuler, vous allez dehors. David et Innocent continuent à s'expliquer à l'intérieur de la boîte. Je lui dis, David, calme-toi, on va boire un verre. Donc je lui ai offert une bière qu'on a prise sur un banc à l'écart. Que laisse Carole tranquille et tout le monde tranquille et qu'il n'y ait pas de soucis dans la boîte, quoi. Là-dessus, il pose sa bière, il se lève, il s'en va. Je le raccompagne à l'extérieur et je lui dis tout ce que tu mérites, c'est une bonne paire de claques parce que t'es un gamin. Maintenant, je te souhaite une bonne nuit parce que t'es salement bourré. Et il est parti là-dessus en titubant. Humilié, Mattiesi repart à pied dans la nuit. Il marche pendant plus d'une demi-heure. Au tribunal, il explique aux jurés qu'à chacun de ses pas, il sent la haine monter en lui. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, tuer Innocent. Arrivé chez lui, il prend son fusil et remplit ses poches avec des cartouches. Du gros calibre, pour le gibier. Puis il repart en voiture en direction du Saxo, cache son fusil pour se faire ouvrir la porte
et fait irruption au milieu de la piste, fusil en main. J'entends tout le monde les mains sur la tête où je vais vous buter. De là, je me retourne, et quand je me retourne, je vois M. Mathiesi avec le fusil. Il balayait tout le monde du regard. Il était hagard, il était fou. Et je me suis dit, il est venu me buter, j'ai dit, c'est pour ma pomme, c'est pour ma pomme. À ce moment-là, Danny tente de s'interposer. Pour calmer la situation, les bras en l'air, il s'avance vers Mathiesi. Et puis à un moment, je lève les yeux comme ça, et puis je vois le fusil qui part de moi et qui tire directement un coup de fusil part. Et un bruit hallucinant, des étincelles qui sortent. Je vois Danny qui tombe par terre. De là, moi, je suis choqué. Je commence à baisser mes bras. Je regarde Danny par terre et je commence à voir une marque de sang qui commence à couler tout doucement comme ça, mais du sang noir. C'est pas du sang quand on se coupe, c'est pas pareil. C'est vraiment du sang noir. Et puis de là, je fais un petit coup d'œil sur Mathiesi. Et puis Mathiesi, je le vois avec un regard monstrueux, un regard hallucinant, comme j'ai dit au tribunal. Mais un regard de fou. Et il me regarde de travers, et je vois qu'il casse le fusil, qu'il fait un geste comme ça. Et puis moi, dans ma tête, j'ai dit, oula, je vais y passer. Alors, puis je sais pas, après c'est peut-être l'instinct, je saute dessus, je le désarme et je mets le fusil derrière. Mathiesi est maîtrisé, mais pour Danny, c'est trop tard. La balle lui a sectionné une artère. Les secours sont impuissants. Quand ils mettent l'appareil pour voir s'il y a du pouls, c'est écrit pas de pouls, faites un massage cardiaque. Alors là, ça m'a vraiment choqué, ça. Je me suis dit, c'est bon, c'est fini. C'est qu'il n'est plus là, il est mort. Il ne sera plus avec moi, il ne sera plus avec sa famille, il ne sera plus avec ses nièces, il sera avec plus personne, en fait. C'est la fin. À l'audience, le tueur se défend en disant qu'il n'a pas voulu donner la mort. D'après lui, Danny était menaçant. Il aurait tenté de lui arracher son fusil en mettant les mains sur le canon. C'est alors que le coup serait parti tout seul. Pour son avocate, le tir est accidentel. On n'a pas quelqu'un qui va se dire « il m'empêche d'avancer, je le tue ». C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ce jeune homme est vraiment arrivé là de manière tout à fait, je dirais, inattendue. Et le coup est parti parce que l'arme est une arme extrêmement sensible. Vous verrez ce que dit l'expert, c'est absolument hallucinant qu'on puisse avoir une arme comme ça. À la barre, les experts confirment que la détente du fusil était très sensible, 4 fois plus que la moyenne. En revanche, d'après l'angle de tir, Danny ne pouvait pas avoir les mains sur le canon quand il a été touché. Malgré ses expertises, l'accusé persiste dans sa version. Il dit que Danny a mis les mains sur le fusil et que c'est ça qui a déclenché le tir. Le coupable, c'est Danny. Voilà. La victime, le coupable, c'est Danny. Hein. Lui, il est innocent maintenant. Il n'a pas touché le canon. Je peux le répéter 500 000 fois, je suis le premier à voir tout ça. Alors maintenant, il faut arrêter des bêtises. Lui, il est dans une folie meurtrière, je pense. Alors, il ne touche pas le canon. Parce qu'il a quand Il même, ne touche pas le canon. Et puis l'expert balistique l'a bien dit, c'était impossible qu'il ait pris le canon dans les mains. À présent, la cour s'intéresse au mobile du crime. Pour quelle raison David Mathiesi a-t-il tiré? L'accusé le reconnaît lui-même. Ce soir-là, il était aveuglé par la jalousie. À la barre, il raconte son histoire avec Carole, qu'il dit aimer encore. Il l'a rencontrée 1 an plus tôt, dans le bar où elle était serveuse. C'était sa première grande histoire d'amour. Le soleil est arrivé, il était heureux, détendu. Il allait moins dans les cafés le soir. Vraiment épanoui. Vraiment. Il y avait quelque chose s'est ouvert. Il avait enfin quelque chose. Voilà, il avait quelque chose. Mais après 10 mois de vie commune, Carole se détache de lui et se confie à un autre homme, innocent, un ami qui a un chantier dans la région et qui vient déjeuner tous les jours au restaurant où elle travaille. Elle représentait qui pour vous, Carole, en fait? Une super amie, à la limite, un peu mieux qu'une sœur. C'est simplement une histoire de tendre amitié et on va pas plus loin, quoi. Mais j'étais au courant qu'elle était en ménage avec une personne qu'elle n'aimait pas et qu'elle voulait se séparer, mais qu'elle avait des problèmes pour le faire car elle en avait peur parce qu'il était violent. Carole quitte David, déprimé. Il retourne vivre chez sa mère. Quand Carole l'a quitté, c'était terrible pour lui. Ma mère, elle me disait, il pleurait elle l'entendait pleurer dans la chambre, à hurler de douleur. Et là, ça l'a démoli. Ça l'a démoli. Toutes les blessures d'avant, il les a emmagasinées et ça a explosé.
À l'évocation de sa rupture amoureuse, David s'effondre et pleure dans le box. Pour les proches de la victime, les larmes de l'accusé sont difficiles à supporter. On se honteux. Il est à moitié en train de pleurer, moi je vois pas pour quelle raison il devrait pleurer sur ça. Voilà. Qu'ils disent déjà pardon. C'est sa vie à lui. Il pleurait pour sa copine, Oui, voilà. il pleurait pas pour le geste qu'il a fait, quoi. Mais il pense pas à la famille du décès. Hein. De ce qu'on souffre. Voilà. Nous on va défendre nos droits parce que nous on a perdu quelqu'un et que lui il a perdu personne. C'est pas avec ses amours à 2 francs 50 on dit voilà elle m'a quitté etc. qu'il faut s'énerver, prendre un fusil et aller tuer quelqu'un dans une boîte de nuit. Alors j'arrive pas à comprendre ça en fait, c'est tout. C'est maintenant au tour de Carole de venir à la barre, la femme que l'accusé aime encore, celle pour qui il a tué. Devant la cour, elle a des mots très durs. Elle raconte que Mathiessy a idéalisé leur relation, qu'il était d'une jalousie maladive et qu'il s'est montré violent à plusieurs reprises. Elle avoue enfin qu'elle ne l'a jamais vraiment aimé. Madame le Président lui a posé la question de savoir qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre ami parler de la sorte. Et dans un sanglot et dans une voix complètement étranglée, il a dit « ça me fait mal ». Bien sûr que ça fait mal, ça rajoute au désarroi de cet homme. Là, c'est le véritable coup de massue aujourd'hui à l'audience pour lui. Fin de la première journée. Le lendemain, la cour commence par se pencher sur la personnalité de l'accusé. Les jurés vont découvrir la violence dont Mathiessy est capable. Innocent vient raconter comment David s'est acharné sur sa voiture 3 semaines avant le drame. N'ayant pas la franchise ni le courage de venir m'affronter moi, non pas pour se battre, parce que c'est pas du tout ce que je recherche, mais pour discuter tout simplement, il a préféré discuter avec ma voiture. Il n'y avait plus un carreau, il n'y avait plus un optique, et toute la carrosserie était martelée. Et pas. Innocent raconte ensuite aux jurés les violences dont il a été le témoin au domicile de Carole. J'ai pu, moi, constater une fois de la casse, les murs dégradés par des verres qui avaient été cassés sur les murs. Et une deuxième fois, des hématomes sur Carole. Et là, vraiment, j'ai voulu l'emmener aux urgences, mais elle n'a pas voulu une fois de plus parce qu'on avait peur. À la suspension de l'audience, la sœur de Dany est satisfaite. L'accusé a été présenté comme un homme impulsif et violent. Avec son avocate, elle espère que cette image emportera la conviction des jurés. Très connu à Briey. À Briey, il est connu comme la cocotte minute. Ouais. C'est quoi la cocotte minute? Quand ça chauffe, ça explose. Ça explose, voilà. Il est très violent. Espérons que les jurés se mettent Les jurés ont bien compris ça. Sur la violence, ils ont posé des questions. Ils sont pas libres, ils ont compris autant que nous. À la reprise des débats, la mère et la sœur de l'accusé vont tenter d'adoucir son image. Sa mère pleure en évoquant la détresse de David quand Carole l'a quitté. Elle raconte que quand il était petit, il était le souffre-douleur de son père, un père violent et tyrannique. En réalité, David a toujours été mal dans sa peau. Mon frère, il a été écrasé. Il percevait qu'il était rien du tout, qu'il faisait jamais ce qu'il fallait, que il arriverait jamais à atteindre le niveau qu'on lui demanderait, quoi qu'il fasse, de toute façon. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait meilleur que toi, de toute façon. Tu fais quelque chose, c'est bien. Mais moi, je le faisais mieux. Voilà ce qu'il a entendu. Toujours. Un témoignage de compassion qui irrite, une fois encore, Patrice et Yasmine. C'est super. C'est lui la victime, c'est ça, c'est sa défense, c'est lui la victime. C'est comme ça. T'inquiète pas, je vais ouvrir ma gueule, moi je vais en entendre. C'est le petit malheureux, c'est le petit Calimero, c'est trop injuste quoi. C'est comme ça. Je comprends qu'il ait une vie difficile. Et alors? Mais alors, moi j'en ai eu une, toi t'en as eu une. Oui, c'est bon. Tout le monde s'est pris des baffes par ses parents parce qu'il a eu une mauvaise note. Je sais pas, mais faut arrêter. Ça me saoule. Ils se défendent comme ils peuvent, hein. Ils jouent surtout les tableaux maintenant. On verra après les jurés ce qu'ils vont en penser. Hein. On voit aujourd'hui dans la cour d'assises qu'on a vraiment affaire à quelqu'un de fragile et d'extrêmement sensible. Bien oui, ça déplaît peut-être aux parties civiles. Ça peut déplaire aux parties civiles. C'est le procès de David Mathiessy avant d'être le leur. C'est maintenant au tour de Patrice de témoigner. Pendant une demi-heure, et sans la moindre agressivité, il explique aux jurés que Dany, son meilleur ami,
a eu une enfance beaucoup plus difficile que son meurtrier. Pourtant, lui n'a jamais choisi la violence. Dans son box, l'accusé reste de marbre. Je veux qu'il ait des remords, parce qu'il n'arrive pas à montrer des remords. Il montre des remords contre ses ex-copines, il pleure pour ses ex-copines, mais il pleure pas pour la mort de Dany, en fin de compte. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est au tour de Yasmine, la sœur de Dany, de venir à la barre. Pour la jeune femme, c'est une épreuve. Pudiquement, elle exprime sa souffrance d'avoir perdu son frère qu'elle adorait d'une façon aussi absurde. Pour la première fois, l'accusé sort de son mutisme et lui présente des excuses. Mais pour Yasmine, c'est trop tard. Enfermée dans sa souffrance, elle éclate en sanglots. Il s'est excusé pour faire plaisir aux jurés, pour montrer qu'il avait de la compassion pour nous, mais il aurait pu le faire avant. Non plus, vous l'avez pas trouvé sincère quand il s'est excusé? Non, pas du tout. Ouais. Même son papa qui était sur le lit de l'hôpital, il nous a écrit une lettre. Même sa mère, elle s'est déplacée à Briey, elle m'a attendu que j'attendais ma gosse à l'école pour nous dire un mot. Discuter. Hein, et lui, c'est lui le présumé auteur, il n'est pas capable de nous écrire une lettre. Non mais c'est complètement aberrant quoi. Alors, ta mère, elle est venue vous voir? Ah oui, elle est venue nous voir, hein, discuter un bon moment avec nous. Qu'est-ce qu'elle vous a dit à cette occasion? Elle s'est excusée de son... Excusez-moi pour mon fils, mais comme je lui ai dit, on ne vous en veut pas à vous. Au soir du deuxième jour, les débats sont quasiment terminés. C'est l'heure du réquisitoire. L'avocat général insiste sur l'intention de l'accusé. Pour lui, David Mattiesi a froidement abattu Dany. Non seulement il donne la mort, mais il a la volonté de la donner. Parce qu'il est dans une logique. Il avance, et ce garçon qui s'interpose est une surprise pour lui. Il ne s'attend pas à cela. Il pense qu'il va s'écarter devant la menace. Il résiste à la menace. Il est dans sa colère. Il est dans sa logique. Tout ce qui s'oppose à sa logique doit être écarté. Et il tire. L'avocat général requiert 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 9 ans contre David Mattiesi. La même peine qu'en première instance. Ça me semble honnête pour moi. Qu'ils prennent plus, ça ne changera rien. Personnellement, j'ai toujours été dans le rapport là. Moi, je suis pas du genre égoïste, je suis pas du genre vraiment punisseur. C'est que je pense qu'il faut qu'il se mette dans sa tête qu'il a fait une connerie et qu'il faut qu'il assume. C'est juste ça que je veux en fin de compte. J'ai pas besoin d'autre chose. Ça m'a gâché 4 ans, alors, et j'ai envie que ça s'arrête. Vraiment, personnellement, j'ai envie que ça s'arrête. Pour l'avocate de l'accusé, il s'agit d'un crime passionnel. C'est son amour pour Carole qui lui a fait perdre la raison. Et c'est pour cela que Mattiesi est devenu un tueur. Je crois que ce petit David, bien amoché par l'existence, bien caboché, aux prises dans une relation amoureuse, certes, qu'il idéalise, enfin je veux dire, c'est l'amour de sa vie, il a 36 ans, il a complètement investi, se voit, je dirais comme ça, vraiment rejeté, traité comme un minable, encore une fois, traité comme un minable, comme il l'avait été au sein de sa famille. Ben, je crois que quelque part, c'est l'effet cocotte-minute, et je veux dire, il ne va pas avoir d'autres moyens que de réagir que ce moyen de violence, et c'est pour ça qu'on arrive à ce drame-là. À l'issue de ce procès, la famille de la victime ne comprend toujours pas comment un tel drame a pu se produire. Vous vous séparez de votre copain, vous tuez votre copain, et puis voilà, c'est fait quoi. Ouais, c'est presque ça quoi, c'est sans le coup de l'amour, non mais attendez. Non mais c'est eux. Ils l'interprètent comme vous, les jurés. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est vrai. Non mais est-ce qu'ils vont suivre? Il est 20h. Les jurés et la cour se retirent pour délibérer. Après 2h30 de réflexion, le verdict tombe. David Mattiesi est condamné à 14 ans de réclusion criminelle. 4 ans de moins qu'en première instance. Ça va tomber devant le 14. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du verdict, monsieur Mattiesi? Je suis content. Je m'y attendais pas. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à la famille de Dany?
désolé de ce qui est arrivé. Ah, je sais pas. Pour la famille du condamné, cette réduction de peine est un soulagement. En revanche, pour celle de la victime, c'est la déception. Il regrette une fois encore le mutisme de l'accusé tout au long de ce procès. Le seul regret, hein, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'ait pas dit qu'il est tiré Volontairement, quoi. notamment sur Dany. Il a appuyé sur la gâchette. C'est le seul regret, je pense, de tout ça. Ouais, il nous a pas écrit avant pour s'excuser. Sous le regard de Yasmine, David Mattiesi regagne sa cellule. Dans la salle des pas perdus, une scène inhabituelle. Patrice, le meilleur ami de la victime, retrouve la sœur de l'accusé. Ils veulent tourner la page. Je vois pas l'intérêt de prendre beaucoup, hein. Mais bon, il faut qu'il paye quand même pour ça. Ah ouais, non, bah, il fait une connerie, donc il en est conscient. Donc, il le portera toute sa vie, c'est normal. Le Quoi. principal sur cette histoire, ça fait 4 ans que ça dure. Voilà, et ça va ça relever un point. reconstruit, voilà. Chacun reconstruit sa vie, quoi. Tout à fait. Chacun reconstruit sa vie. T'es jeune, je suis jeune. Voilà. Tu vois, Et t'es puis, plus jeune. Et puis, voilà, quoi. La vie Ok. continue. Hein. David Mattiesi était emprisonné depuis 4 ans. Dans 3 ans, il pourra faire une demande de libération conditionnelle.